Donc, bienvenue à cette troisième journée des conférences sur le télétravail. Cet avant-midi est consacré à la sécurité avec différents sujets, mais qui ont tous un lien avec le télétravail. Par contre, la première partie aujourd'hui va être spécifique sur les enjeux du télétravail, donc les employés qui sont en télétravail et quelles sont aussi les choses à penser du côté des gestionnaires et des professionnels en TI. Comme je le disais en introduction, je ne prétends pas aujourd'hui couvrir l'ensemble de tous les éléments parce que sinon, on pourrait donner une journée complète de conférences, de formation, si on voulait adresser chacun des points. Donc, comme je le mentionnais au début, pour ceux qui n'étaient pas déjà arrivés, vous pouvez utiliser l'onglet questions. Je vais juste aller voir car je vois qu'il y a déjà 3 questions. Hmm, On peut les répondre à la fin, peut-être, parce qu'on risque d'en avoir tout le long. OK, c'est bon. Fait Comme tu qu'on veux. conserverait ça vers la fin. D'accord. Donc, maintenant, on est 25 personnes, c'est parfait. Euh, si on commence un peu, on peut se poser la question, ben, est-ce que justement protéger nos données de manière adéquate, est-ce que c'est quelque chose qui est réalisable quand on fait du télétravail? Aussi, lors de la présentation d'aujourd'hui, je vais mettre par moment des icônes comme ça. Là, je crois que les gens ne peuvent pas nécessairement prendre la parole aujourd'hui, mais au moins par la fenêtre de chat. Quand vous voyez cette icône-là de chat à gauche, là, ça veut dire que je m'attends exactement à ce que vous interveniez dans la fenêtre de chat pour peut-être répondre à une petite question. Et des fois, ça va être live aussi que je vous introduirai, là, je vous demanderai de répondre à une question. Donc, la première partie, vraiment spécifique sur les enjeux du télétravail. Après ça, à 10 heures, on parle de l'utilisation des outils infonuagiques, le volet des risques et des opportunités, bien sûr. Les risques, ben, on va les regarder du point de vue de la sécurité de l'information. Et à 11 heures, on va plus parler des plateformes de visioconférence, laquelle choisir d'un point de vue de la sécurité. Donc, si vous n'aviez pas déjà prévu à être à ces deux autres conférences-là, bien sûr, je vous invite à y assister. Également, à pouvoir inviter des gens d'ici là, je crois que c'est toujours possible de s'inscrire. Les conférences à chaque fois sont d'environ 45 minutes ben, on va regarder avec la période de questions aussi. On va essayer de faire en sorte de terminer avant 10 heures pour pouvoir être dans la prochaine conférence, car c'est moi qui donne les 3 conférences. Il y a une petite, ben, il y a des questions que je vais poser à certains moments, puis que là, ça va être à choix de réponse. Au lieu d'utiliser la fonction de pool de Zoho, aujourd'hui, je vais plutôt utiliser un outil qui s'appelle Slido. Et Slido, je vous invite déjà à ouvrir une deuxième fenêtre sur votre ordinateur ou bien sur votre téléphone intelligent. Euh, à cliquer au bouton, à taper slido.com et il va demander un code. Le code, c'est CyberSWAT. Avec votre téléphone, vous pouvez aussi scanner ça. Vous allez tomber exactement à la bonne page. Donc, en introduction, avant même de me présenter, je vais vous poser une première question. Donc, dans les prochaines semaines, pensez-vous pouvoir poursuivre le télétravail pendant longtemps? Des fois, ça peut dépendre de votre politique chez votre employeur. Peut-être vous êtes vous-même un employeur et vous allez devoir prendre la décision. Donc, je vois que les gens sont en train de s'approprier l'outil. Là, on a déjà 9 personnes qui ont répondu. Donc, ce que je vois, c'est que il y a quand même une majorité qui pense pouvoir poursuivre le télétravail pendant longtemps. Moi, de mon côté, c'est effectivement ce que je réalise en majorité depuis le mois de mars et dans notre entreprise, on a appliqué cette politique-là. Il y a quand même des gens qui préfèrent rentrer directement au bureau, mais tout en respectant les règles de distanciation, bien sûr.
Mais on le sait, là, c'est pas toujours évident à respecter, surtout pendant qu'on travaille, mais on fait notre maximum. Il faut que le tout soit fait de manière sécuritaire. Donc, je vois que vraiment, une personne qui a répondu: «Je ne fais pas de télétravail». Donc, j'imagine qu'aujourd'hui, vous êtes au bureau. Donc, c'est donc très pertinent pour vous aujourd'hui la conférence. Tout à l'heure, je vais revenir, on va poser une autre question également. Maintenant, un peu plus sur moi. Donc, vous avez vu en intro Jean-Philippe Racine. Moi, je suis président de groupe CyberSWAT, mais des fois, on me demande pourquoi tu travailles en sécurité? Et un des éléments clés s'est passé en 2001. En 2001, il y a un soir, je suis rentré du travail, c'était dans les tout débuts de ma carrière, je me suis aperçu que, comme on voit à l'écran ici, l'écran de mon ordinateur, lui, était déjà allumé quand je suis rentré à la maison. Et là, je voyais que même la souris bougeait et que les dossiers étaient en train d'ouvrir. Donc, clairement, je m'étais fait pirater. Probablement que j'avais pas été assez prudent. Cela a commencé l'enquête. Justement, j'ai coupé les accès, changé les mots de passe et j'ai fini par retrouver un peu comment ce pirate-là avait pu rentrer dans mon ordinateur. Tout ça a fait en sorte que je suis resté quand même marqué par ça. Tout le temps, peur qu'il réarrive un événement comme ça. Et je suis devenu d'une certaine manière un obsédé de la sécurité. J'essaie de ne pas être un cordonnier mal chaussé autant à la maison que dans mon entreprise. Et c'est avec le temps que justement j'ai fait des formations, des certifications spécialisées dans le domaine de la sécurité, jusqu'au jour où j'ai senti que je pouvais devenir en quelque sorte le Superman des organisations pour pouvoir les aider. Bon, je vais tout le temps rester un petit peu parano. Comme je le disais, je veux ne pas être un cordonnier mal chaussé. Donc, ma conjointe à la maison, elle trouve ça pas mal compliqué de se brancher sur le Wi-Fi, mais c'est déjà beau, on a un Wi-Fi. Mais bon, tout ça pour dire que il y a bientôt 5 ans, j'ai fondé l'entreprise Groupe CyberSWAT, dont la mission est de contribuer à la pérennité des entreprises en protégeant les informations les plus critiques de l'entreprise. Mais aujourd'hui, on sait, les entreprises, oui, on peut avoir des secrets industriels, mais ils cumulent aussi beaucoup de renseignements personnels. Donc, la finalité, dans bien des cas, c'est de protéger les gens, éviter que les renseignements personnels sortent de manière inappropriée dans les organisations et éviter le vol d'identité. Donc ça, il y a différentes brèches de sécurité qui surviennent de ce temps-là. On entend parler, on ne pourrait pas passer à côté de Desjardins. Mais aujourd'hui, on va avoir un focus plus en lien avec le volet du télétravail. Bien sûr, on le sait tous, au mois de mars dernier, avec l'arrivée de la COVID-19, on n'a pas eu le choix. Il a fallu aller très rapidement en mode télétravail. Toutes les entreprises ont dû migrer et ils n'ont peut-être pas eu le temps de mettre en place toute la sécurité qu'il fallait. Et même nous, à tous les jours, on n'était pas habitués comme ça et ça l'a généré des nouvelles attaques chez les pirates. Rapidement, déjà au mois de février, il y avait des envois massifs de messages d'hameçonnage qu'on appelle, donc les messages qui nous incitent soit à installer un logiciel sous de faux prétextes ou encore à fournir de l'information qui ne serait pas, qui va aller dans les mains du malfaiteur. Donc, ici, à l'époque, là, au début, il y avait notamment une fausse application pour afficher les données de l'étendue des dommages du coronavirus. Et finalement, c'était plutôt une application malicieuse qu'on venait à installer. Par la suite est venue d'autres vagues d'hameçonnage, mais en lien avec les programmes gouvernementaux. C'est la fameuse PCU que des travailleurs ont eu à demander.
Et tout ça a fait en sorte, là, justement, dans toute cette vague-là, qu'il y a vraiment eu, on voit un avant et après dans le nombre de sites suspects que Google a détecté. Donc, quand on recule au mois de février, et si ce qu'on va regarder surtout, c'est la ligne rouge, l'évolution de la ligne rouge, qui est le nombre de sites d'hameçonnage qui sont faits pour tromper les utilisateurs, qui sont détectés chaque semaine. Donc ici, on voit là, mettons en février, on est à peu près à 40 000 que Google détectait. Et ben en mars, dans vraiment le pic, on s'est rendu là, jusqu'à presque 200 000 sites par semaine qui étaient ajoutés là, dans la liste des sites suspects. Donc, c'est devenu phénoménal. Heureusement, la chose, on va dire, est revenue à la normale. En date d'aujourd'hui, c'est revenu à peu près là, à ce que c'était avant, 40-50 000, mais c'est tout le temps la même chose. Ils vont adapter les sites web d'hameçonnage avec le nouveau sujet. Donc, par la suite, quand c'était plus juste les stats de coronavirus, ben, c'est devenu pour un courriel d'hameçonnage pour installer une application de traçage, par exemple. Là, aujourd'hui, je ne partirai pas là-dessus là, parce que il y a eu des bons débats cet été par rapport à l'utilisation des applications de traçage. Par contre, si on regarde encore, on voit quand même là, que depuis 2008, il y a une augmentation globale. Si on avait une moyenne mobile, là, on verrait clairement que c'est en augmentation. Et là, ben, récemment, on a vu le piratage du côté de l'Agence du revenu, qui, justement, avec tous les programmes gouvernementaux qui sont sortis, ben, il y a des attaques des pirates là, qui ont volé des mots de passe ailleurs puis qui les ont réessayés dans le site du gouvernement du Québec. Ça, c'est un danger qui guette les entreprises d'aujourd'hui, qui les guettait déjà, mais qui les guette encore plus, étant donné le volet de télétravail qui a pris de l'ampleur, l'adoption d'outils infonuagiques qui devient de plus en plus courante, ben, c'est certain que ce type d'attaque-là que l'Agence du revenu a subi va devenir de plus en plus courante pour la petite et moyenne entreprise. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que nous, ce qu'on ressent du côté des équipes de sécurité, quand on parle à différents clients, il y a souvent un faux sentiment de sécurité dans les PME parce qu'ils pensent que c'est justement juste des gros comme l'Agence du revenu qui vont être visés. Mais c'est vraiment pas le cas. Souvent, les pirates vont plutôt prioriser si je peux le dire comme ça, là, c'est pas avantageux, mais les poissons, c'est pas pour rien qu'on parlait d'hameçonnage tantôt, mais les entreprises, dans le fond, qui ont mis le moins de sécurité. Dans la vie, on veut pas avoir à trop faire d'efforts pour atteindre notre objectif. Ben, les pirates, c'est la même chose. Ils vont choisir les entreprises qui ont mis le moins de sécurité. Donc, le but, c'est de faire en sorte ici que le télétravail soit le plus sécuritaire possible, faire en sorte que les pirates décident d'aller ailleurs. Ici, je parlais justement du risque qui a changé. Une petite statistique, même plus qu'une, là, mais qui est par Coalition. Coalition, c'est une entreprise dans le domaine de l'assurance. Eux autres, ils vendent des produits d'assurance qui viennent couvrir des frais en lien avec les piratages informatiques. Donc, ils ont depuis le temps accumulé plusieurs données. Et ben, une première donnée, puis là, ici, je vous pose la question dans la fenêtre de chat. Je vais posez-vous la question, combien de pourcents, ici c'est un chiffre en pourcentage, combien de pourcents vous pensez que la sévérité des rançongiciels a augmenté? Puis là, ici, je vais prendre la peine d'expliquer là, pour ceux qui ne sont pas déjà initiés à c'est quoi un rançongiciel. Un rançongiciel, c'est les fameux virus qui vont demander une rançon et prendre en otage les données, soit à la maison ou, ben là, dans notre cas, c'est beaucoup en entreprise qu'on va parler. Donc, dans la fenêtre de chat, entre 2019 et le premier trimestre, donc de janvier à mars, indiquez-moi qu'est-ce que vous pensez
qui a été l'augmentation là, par rapport à l'impact de ces rançongiciels-là. Est-ce qu'il y en a qui veulent se mouiller? 50%? Aucune idée. Ouais, c'est pas évident. 300%? C'est 300%, c'est quand même beaucoup, mais la vérité se trouve entre 50 et 300%, donc c'est plus 100%, donc ce qui est quand même une très grosse augmentation. Puis là, ben, vient la question suivante, c'est est-ce qu'il y a cette augmentation-là a poursuivi après le début de la pandémie? Donc, entre les 3 premiers mois de 2020 versus les 3 mois suivants, qui allaient jusqu'à la fin juin, ben, dans ce cas-ci, ça a été une autre augmentation de 47 par rapport à la sévérité puis l'impact que les virus ont eu sur les entreprises là, qui, dans ce cas-ci, sont assurées avec Coalition. Donc, c'est un impact vraiment majeur. Les prix des rançons sont en augmentation. Et il y en a, nous, on l'a vu sur le marché là, parce que mon entreprise répond à des incidents de sécurité quand on a des clients qui nous appellent, qui arrivent à une situation malheureuse comme ça. Et de un, on s'est fait appeler beaucoup plus régulièrement et dans plus de 50 des cas, c'était en lien avec des choses qui ont changé dans l'organisation depuis la venue du télétravail. Donc, ils ont dû faire des changements de configuration et ces changements de configuration-là sont venus mettre à risque les données de l'organisation. D'où l'importance de bien évaluer le tout pour éviter que ça arrive. Il y a également un sondage récemment, à la fin du mois de juillet, début août, qui est sorti avec OVH, où on parlait ben, de différents enjeux comme dans 32 des cas, puis là, c'était des entreprises qui ont été sondées. Les entreprises canadiennes y étaient très confiantes dans leur capacité à adapter leur infrastructure aux nouvelles réalités du télétravail. Sauf que s'il y en a 32 qui sont très confiantes, ça veut dire qu'il y en a un bon pourcentage qui ont encore, qui ne sont pas certains de pouvoir adapter le tout pour le télétravail. C'est certain que, bon, il y a des exceptions. Si on est dans le domaine du service, c'est plus facile, à tout de moins, pour l'organisation du travail. Mais tandis que dans le domaine peut-être industriel, ben là, il demeure qu'il y a des gens qui doivent être physiquement. Mais là, ici, c'est plus sur est-ce qu'on adapte les infrastructures technologiques pour ça. Et ici, je vais vous demander la même question. Est-ce que en pourcentage, dans la fenêtre de chat, indiquez-moi combien dans ce sondage-là vous pensez que d'entreprises y estiment que leur plus grand défi, c'est les risques en lien avec la cybersécurité. Donc, combien de pourcents vous croyez? 75 d'accord? Dans ce sondage-là, il y avait plusieurs éléments qui étaient définis comme des risques, notamment, il y avait les coûts. Tu sais, c'est normal que les coûts soient une préoccupation qui fait en sorte que les entreprises pensent qu'ils ne seront peut-être pas capables de faire du télétravail, mais ce n'est pas les coûts qui étaient le plus élevé, c'était véritablement le volet de la sécurité qui était la plus grande préoccupation avec 44 Quand je parle de faux sentiments de sécurité, ben, ça veut dire qu'il y en a quand même près de 60 que ce n'était pas leur première préoccupation, mais peut-être qu'ils n'étaient pas loin. Là. Ça fait que ça, on n'a pas tout le détail de ce sondage. Donc, aujourd'hui, il y a 2 points, j'avais commencé à l'aborder, mais je veux surtout ce que vous reteniez, puis c'est comme ça que la présentation est un peu divisée. On va regarder qu'est-ce qu'un employé doit faire pour minimiser les risques quand il fait du télétravail à la maison. Et dans un deuxième temps, plus le volet qui dépend du décideur et des équipes TI. Bien sûr, dans les éléments ce que je vais appeler les quick wins que l'employé peut faire, ben ça pourrait inspirer des règles à mettre en place pour les décideurs et les TI. Fait que c'est la première partie, elle demeure très importante pour les décideurs dans les entreprises. Donc,
La première question, c'est, c'est quel niveau de sécurité exactement on veut appliquer? Est-ce qu'on veut permettre l'accès à partir d'un poste de travail personnel ou la gestion du risque de l'organisation va faire en sorte qu'on veut plutôt que ça soit obligatoirement sur un poste d'entreprise? Fait que si vous n'avez pas prévu, certain que nous, du point de vue de la sécurité, on va tout le temps encourager les entreprises à fournir un poste de travail parce que ça permet de gérer l'environnement vraiment mieux. Par contre, il y a des entreprises qu'on connaît qui ont pris la décision de euh, pas avoir aucune donnée sur le poste personnel et de permettre un accès à distance avec une fenêtre. Là, des fois, ça peut être sur des plateformes qu'on appelle Citrix, où ce que c'est vraiment la virtualisation d'un poste à distance. Donc, toutes les données restent dans l'environnement de l'entreprise ou dans l'info nuagique et jamais les données vont sur le poste de travail. Mais tout ça va dépendre de toutes sortes d'éléments, comme la sensibilité de l'information. Ça, on va en reparler très bientôt. Donc, je parlais de quick win pour l'employé. Le premier quick win, puis ça, c'est un angle mort souvent, là, même si on a un poste de travail qui est fourni par l'entreprise, ben, ça reste qu'à la maison, on a plein de téléphones qui se branchent sur le Wi-Fi, les ordinateurs de la famille. Pour ceux qui ont des enfants, ça se peut qu'il y ait un vieil ordinateur Windows XP peut-être, puis là, ça, on va y revenir, mais il faut mettre à jour tous les dispositifs parce qu'ils peuvent, si on attrape un virus par exemple, ou qu'un pirate prend le contrôle de l'ordinateur de la famille, ben, il n'y a rien qui garantit qu'il n'essayera pas d'attaquer le poste de travail de l'entreprise. Dans les éléments, ben, justement, on va proscrire même Windows 7, Windows XP, Windows Vista, toutes ces vieilles versions-là de Windows que j'apprends encore qui sont dans des maisons. Puis en passant, dans certaines entreprises aussi, là, mais ça, c'est une autre histoire. Mais à la maison, c'est quand même plus fréquent et ben, ce n'est pas acceptable. Donc, même si vous êtes du côté de l'employeur, vous devriez envoyer une directive ou à tout le moins que justement que les employés soient attentifs à ça, ne devraient pas avoir ce type de dispositif-là. Donc, XP, je pense, là, je ne me rappelle plus de la date exacte, là, mais ça fait 6 ans que c'est plus supporté. Ça fait 6 ans à peu près que Microsoft ne met plus en ligne de mise à jour de sécurité et pourtant, à tous les mois, il y a des nouvelles vulnérabilités qui sortent. Donc, vraiment, ça à proscrire. Quelles sont les versions qui sont encore considérées adéquates? C'est Windows 8 et plus, donc les 3 versions que vous voyez ici. Bien sûr, là, la version courante étant Windows 10, qui est considérée la plus sécuritaire. Là, il y en a qui pourraient dire, bon, ben, moi, c'est pas un Windows, je suis plutôt du côté de Mac. Ben, la même règle s'applique. Donc, c'est la version 10.14 de macOS. Et c'est les noms, là, des fois, il y en a qui les connaissent plus par les noms. Donc, on parle de Mojave, Catalina et là, la version qui est en bêta, je crois, là, qui est sur le point de sortir. Éventuellement, ça va être Big Sur. Donc, c'est vraiment à partir de Mojave que là, vous êtes conforme puis que vous continuez de recevoir des mises à jour de Apple dans ce cas-ci. Donc, après ça, là, j'ai dit, bon, ben, il faudrait que vous mettiez à jour tous vos équipements quand même. Mais là, euh, il y a des choses spécifiques si c'est vraiment votre ordinateur personnel qui est utilisé. Donc, des choses spécifiques que vous devriez faire. Par exemple, ben là, pour les recevoir, les fameuses mises à jour, il faut que vous alliez vérifier qu'ils n'ont pas été, que vous assurez que ça n'a pas été désactivé. Des fois, il y a des gens qui ont le réflexe d'aller désactiver ça parce que c'est tannant, puis à tous les mois, il y a un pop-up, puis il faut redémarrer. Mais là, je vous invite à aller le faire. C'est là, s'il vous demande de démarrer durant la conférence, redémarrer peut-être pas tout de suite, attendez la fin de l'heure, mais
C'est une des choses, là, dans la fenêtre, vous pouvez aller en bas à gauche, normalement, dans le menu Windows, vous tapez mise à jour ou update. Ça devrait vous amener directement à un menu qui peut ressembler à ça. Ça, c'est celui de Windows 10. Et assurez-vous d'appliquer toujours ces fameuses mises à jour-là. Maintenant, il y a le volet des virus puis de l'antivirus. Des questions qu'on reçoit souvent, c'est Windows Defender, est-ce que c'est assez? Euh, Si on recule de v'là, plusieurs années, clairement, c'était pas assez. Windows Defender, qui est l'antivirus de base de Microsoft, s'est quand même amélioré dans les dernières années. Bon, pour monsieur, madame, tout le monde, peut-être que c'est correct. Par contre, il faut vous assuriez qu'il est activé. Sinon, il y a d'autres produits d'antivirus qui ont des capacités supplémentaires, comme contre les fameux rançongiciels, des choses comme ça. Fait que c'est un minimum de s'assurer que c'est activé, mais c'est certain que, puis là, du côté entreprise, on conseille tout le temps d'avoir d'autres types d'outils là, qui ont une console de gestion, etc. On pourra y revenir tout à l'heure. Puis pourquoi ben, ça prend ce fameux antivirus-là et tout ça? C'est que il y a une étude qui a été, dont les résultats ont été publiés là, au mois de mars dernier, qui parlait qu'au Canada, il y a un taux d'infection sur les ordinateurs, ben pas sur les ordinateurs, dans ce cas-ci, c'est sur les mobiles. Donc, il y avait 4 des mobiles qui ont été étudiés qui avaient un virus ou un malware quelconque qui était installé sur ce mobile-là. La bonne nouvelle, c'est que dans l'étude, c'est que le Canada est quand même plus bas que d'autres pays. Mais au nombre de personnes qu'on est aujourd'hui, ben, il y a des bonnes chances qu'il y ait au moins une des personnes que c'est le cas. Donc, si c'est ça, ben, peut-être qu'il y a un utilisateur mot de passe qui va avoir été tapé sur le téléphone, qui va être en quelque sorte aspiré, et que si c'est lui de l'entreprise, ben, les pirates vont vouloir utiliser ce code-là pour aller chercher de l'information. Quand on parle des ordinateurs, ben, on parle plutôt d'un taux d'infection de 10. Puis j'ai quand même mon petit doigt me dit que probablement que sur les postes personnels, il y a quand même une plus grande proportion c'est peut-être 20%, peut-être, là, j'y vois avec des hypothèses, puis qu'en entreprise, c'est quand même moins élevé. Mais fait, donc, ça, c'est quelque chose à être conscient. C'est sûr que dans la salle, là, c'est presque certain qu'il y a une ou deux personnes qui ont ce type qui ont un virus quelconque sur leur ordinateur en ce moment. Dans les problèmes qu'on a, c'est justement, c'est qu'il y en a plusieurs qui vont installer ce qu'on appelle un antivirus qui est gratuit. Mais comme on dit avec Facebook, si c'est gratuit, c'est vous le produit. Donc, c'est certain que c'est à faire avec attention. C'est certain qu'il y a des logiciels qui sont plus réputés que d'autres. Puis si vous êtes à la maison, vous n'avez pas encore choisi un antivirus en particulier, ben là, ici, vous avez un site web qui s'appelle avtest.org qui, justement, autant pour les monsieur, madame, tout le monde que pour les entreprises, vont faire des tests périodiques sur différents types d'antivirus. C'est certain que les fonctionnalités les plus avancées puis qui permettent vraiment d'éviter d'avoir des problèmes, ça va être les versions payantes des produits. Un autre élément qui est souvent problématique, c'est le fait d'utiliser le même utilisateur pour les travaux personnels, on va dire ça comme ça, et pour le travail. Ce qu'on va suggérer dans le contexte où on utilise le même poste de travail, ça va être de créer un utilisateur qui va être dédié pour le volet du travail. Donc, ici, c'est une fenêtre là, qui correspond à Windows 10. Si vous êtes avec Windows 10, il y a une fenêtre similaire là, pour les autres logiciels, mais bon, ça peut changer un petit peu. Ben, à ce moment-là, vous allez créer votre propre utilisateur mot de passe pour travailler. Puis quand vous allez avoir terminé, vous allez fermer la session. Puis comme ça, les autres gens à la maison vont pouvoir quand même utiliser le poste, mais n'auront pas accès aux autres données directement. C'est certain que moi qui est parano, je vais dire oui, mais il y a moyen de contourner ça, là, mais on est quand même dans l'environnement
de la maison. Donc, c'est un step de plus vers la sécurité, même si ce n'est pas garanti à 100%. Un des problèmes qu'on peut voir lors de la création de ce compte-là, c'est que le compte, lui, ne doit pas être un administrateur. Donc, on va créer le compte, puis lui ne sera pas administrateur. Donc, le compte ne sera pas capable d'installer de logiciel. Si jamais on a besoin d'installer un logiciel, là, on va aller utiliser le compte administrateur. Pourquoi il ne faut pas que le compte soit un administrateur du poste de travail? Bien, si jamais il y a un virus qui s'installe ou qui essaie de s'installer sur votre ordinateur personnel, ben, à ce moment-là, et peut-être qu'il ne sera pas capable ou peut-être qu'il va s'installer partiellement puis qu'il ne sera justement pas pleinement fonctionnel, qui ne réussira pas à aller attaquer un autre ordinateur sur le réseau. Donc, c'est un gros avantage. Ça vient de limiter beaucoup les risques. Un autre élément aussi, ça va être, c'est bien beau d'avoir créé un autre utilisateur qui n'est pas administrateur, mais on va faire attention au mot de passe qui est utilisé. Dans un premier temps, ben, ça va être de ne pas partager ce mot de passe-là avec les autres personnes de la famille et également de faire vraiment une distinction entre les mots de passe qui sont utilisés pour la vie personnelle versus ceux pour le travail. Pourquoi je dis ça? Ben, on a juste à penser à l'attaque de l'Agence du revenu que je vous faisais mention. Ben, l'attaque qui a été perpétrée au milieu, ben, cet été, en fait, c'est justement que les pirates sont allés voler des mots de passe, pas à l'ARC, mais à d'autres endroits où il y a eu des fuites de données. Puis là, ils ont récupéré les utilisateurs et les mots de passe. Souvent, l'utilisateur, ça va être le courriel. Fait que là, il sait quel courriel est associé à quel mot de passe. Puis là, ils vont essayer cette liste-là dans d'autres organisations. Donc, si jamais, Mané, avec votre compte, vous avez ouvert un compte dans une entreprise qui, elle, se fait voler utilisateurs et mots de passe, ben, le pirate ne pourra pas essayer de rentrer avec votre mot de passe en entreprise. Donc ça va être un des gros avantages. Et dans les autres éléments, là, on dit OK, on a mis un mot de passe différent et tout ça, mais là, peut-être qu'on veut différents mots de passe, puis là, les gens souvent vont vouloir enregistrer ces mots de passe-là dans votre navigateur. C'est certain, bon, ça a des avantages d'enregistrer ça dans son navigateur, mais il peut avoir certains risques. Notamment, récemment, il y avait une vulnérabilité dans Chrome qui permettait à quelqu'un qui visitait un certain site web de récupérer les mots de passe qui étaient enregistrés. À ma connaissance, je crois que ça a été corrigé, mais c'est quelque chose qui peut revenir à tout moment. Donc, si on l'enregistre dans Chrome, notamment là, si on veut aller voir la liste des mots de passe qu'on aurait enregistrés dans notre Google Chrome, on va sur cette adresse-là, puis là, on va voir chacun d'eux. Et ben, les sites qui sont plus sensibles, soit si on est dans notre vie personnelle sur le site de la banque, moi, je ne serais pas à l'aise d'enregistrer automatiquement dans Chrome l'accès pour me rendre à ma banque. Et bien sûr, ben, tous les accès sensibles de l'organisation, même je dirais tout accès sensible de l'organisation, moi, je n'enregistre pas ça dans un outil comme ça. Quand on parle maintenant de Microsoft, pour ceux qui sont plus avec Microsoft Edge, par exemple, il y a dans les menus que vous voyez là, un endroit qui va justement que vous pouvez configurer, qui va poser ou pas la question à chaque fois que vous allez sur un nouveau site, si vous le désirez enregistrer. Et en appuyant sur le bouton Manage Password, ou j'imagine qu'en français, c'est gérer les mots de passe, eh bien, vous pourrez aller faire le ménage de tout ça. Maintenant, là, on les met où, ces maudits mots de passe-là? Parce qu'on le sait, avec le temps, on en accumule des dizaines. Eh bien, il y a des outils, là, il existe d'autres outils, mais si on en parle de deux aujourd'hui, il y a l'outil KeePass qui est très populaire, qui est un outil qu'on va installer localement sur son ordinateur dans lequel il y a un mot de passe principal qui, lui, va être plus long et tout ça.
qu'on pourra peut-être changer de temps en temps quand même, mais qu'il ne faut pas perdre. Et lui, il va protéger l'accès à l'ensemble des mots de passe et on va enregistrer, puis comme ça, même il y a des outils là, qui vont le retaper automatiquement par la suite, donc ça nous sauve du temps. Et il va pouvoir même générer des mots de passe aléatoires avec une certaine longueur qui respectent les bonnes pratiques. Et ben, il y a l'autre outil, LastPass, que vous voyez, qui lui est différent en ce sens qu'au lieu d'être installé localement sur l'ordinateur, ben là, on va, c'est plus un outil cloud, donc dans le nuage. Ça a l'avantage d'être plus facilement utilisable autant sur notre téléphone que sur un ordinateur. Par contre, là, vu qu'il est accessible directement sur Internet, il va falloir le protéger adéquatement. Et ça, ben, souvent, c'est en mettant en place l'authentification en 2 étapes. Bon, une autre affaire encore. Fait que là, quand on dit l'authentification, mettons en une étape, c'est justement quand c'est on entre l'utilisateur, on entre le mot de passe, ça c'est une étape. Quand c'est en 2 étapes, pour ceux qui voudront approfondir le sujet, là, nous, on a écrit un article sur ça. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on ajoute un deuxième facteur, donc une deuxième étape qui est demandée après avoir tapé son mot de passe. Des fois, c'est avant, là, mais pour les besoins de la cause aujourd'hui, on va dire que c'est après. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui l'ont déjà activé. Pour certains services, c'est possible sur Facebook, LinkedIn, même plusieurs banques maintenant permettent de mettre ça en place. Certains, ça va être par la réception d'un code à 6 chiffres, par exemple, par SMS sur notre téléphone. Ouais, je vois quelqu'un là, qui commande dans le chat pour Office 365. Effectivement, ça fait longtemps que c'est en place. Il supporte par SMS comme ça. Par contre, sans rentrer dans tous les détails, il existe plusieurs risques en lien avec ça. Et par contre, peut utiliser un outil de ce genre-là, qui est un code qui est généré sur notre téléphone. Et ça, vous pourriez chercher là, Google Authenticator, puis avec les outils, on peut configurer ça. Et même pour les plus maniaques, je vais dire ça comme ça, on peut avoir un genre de token qu'on insère dans l'ordinateur, par exemple, qui permet de confirmer que c'est vraiment la bonne personne qui est derrière ça. Des récentes études démontraient là, que vraiment ça, c'était jusqu'à maintenant inviolable là, quand on arrivait avec ce type de sécurité-là. Je m'aperçois que le temps commence déjà à avancer beaucoup. Donc, il y a un volet sur la navigation sécurisée. Il faut se poser la question quand on ajoute des extensions sur notre navigateur. Est-ce que c'est une extension qui est connue, justement qui a des bons commentaires? Donc, toutes des choses comme ça. Est-ce qu'il y a beaucoup de téléchargements? La note, est-ce qu'elle est bonne? Est-ce que les commentaires sont positifs ou négatifs? Puis là, ça pourra nous aider à décider si une extension Chrome, est-ce que c'est approprié? Donc, un autre élément à faire attention, ça va être quand on voit certaines fenêtres ce qu'on voit un genre de pop-up où justement en rouge, ça dit que vous n'êtes pas sur une page sécuritaire. Ça se pourrait que dans les prochaines semaines, vous voyez ça de plus en plus parce que il y a des méthodes anciennement là, qu'on appelle en HTTPS là, qui avant étaient considérés acceptables, puis que là, ce n'est plus considéré acceptable. Là, c'est toujours en HTTPS, mais avec les derniers protocoles les plus sécuritaires que généralement les banques vont mettre en place. Mais là, maintenant, on va le demander pour tout site transactionnel et tout ça. Et quand vous vous branchez aux outils, dans l'info nuagique également. Donc, si vous voyez ce type de fenêtre-là quand vous naviguez sur Internet puis que vous vous branchez à des outils corporatifs, arrêtez tout de suite, appelez votre équipe informatique. Un volet important qui met à risque les organisations, ça va être le niveau de sécurité du Wi-Fi à la maison. Donc, ici, il y a plusieurs éléments, mais vous pourriez peut-être poser ces questions-là si vous voulez une liste à votre équipe informatique. Quelles seraient les choses que je dois valider sur mon Wi-Fi? Mais c'est un peu les mêmes éléments que quand on configure un compte
euh, un compte utilisateur sur notre ordinateur? Est-ce que c'est un mot de passe qu'on utilise juste pour nous? Est-ce qu'il y a d'autres gens qui le connaîtraient, justement? Est-ce qu'il est assez long? Est-ce qu'il est assez complexe? Est-ce qu'on utilise, comme ici, un protocole qui s'appelle WPA2? Donc, il y a toutes sortes de choses comme ça qu'il faut valider. Sinon, ça peut mettre à risque l'organisation parce qu'il y a un pirate qui pourrait s'insérer dans notre réseau Wi-Fi. Maintenant, le téléphone intelligent qu'on n'utilisait peut-être pas dans le cadre du travail auparavant parce qu'on recevait les appels au bureau, bien là, il y a beaucoup de gens qui vont avoir soit configuré les outils corpo ou bien encore les faire une redirection sur leur redirection de téléphone sur leur cellulaire. Donc ça, il faut bien protéger avec un PIN notamment, puis un ensemble de configurations que l'organisation pourrait décider de mettre en place, puis c'est vraiment pour venir protéger l'information. Il y en a qui mettent justement un pattern ou un PIN à 4 chiffres, mais c'est vraiment pas suffisant. On va plutôt parler d'un PIN ou d'un mot de passe comme tel de 6 à 8 caractères sur notre téléphone. Mais vu qu'il y a l'empreinte digitale ou encore la reconnaissance faciale maintenant, ça vient de beaucoup diminuer le nombre de fois qu'on va avoir à taper ce mot de passe. Un des enjeux, c'est les échanges de documents avec les collègues et souvent le courriel est utilisé, mais ce qu'il faut retenir, c'est que ça n'est pas fait pour transférer des renseignements personnels, des renseignements confidentiels, le courriel. On va vouloir utiliser des outils corporatifs comme Teams, si vous êtes avec Office 365, OneDrive, plus des outils comme ça, mais qui vont avoir été approuvés par l'organisation, bien sûr. Dans le courriel, il faut être conscient qu'il y a beaucoup d'attaques informatiques qui proviennent de ça, donc il va falloir être vigilant quand il y a un concours qui est lancé au nom de l'organisation. Posez-vous la question, est-ce que c'est un vrai concours? Est-ce que c'est la vraie personne qui est censée nous envoyer ça? Ou si j'ai une demande de virement de fonds, puis que je suis dans l'équipe de comptabilité, puis que est-ce que c'est vraiment le boss qui est en train de me demander ça ou si c'est un malfaiteur? Je vais un peu vite parce que je m'aperçois qu'on approche déjà le 9h45. Dans les derniers éléments pour l'employé, ben, est-ce que le portable est à vue? Est-ce qu'on le range justement quand on a terminé de travailler? Peut-être qu'on imprime des documents. Eh bien là, est-ce que quand la visite arrive, est-ce que ces documents-là sont rangés dans un endroit sécuritaire? Donc, c'est pour ça on va adopter la politique du bureau propre. On faisait ça avant en entreprise, mais il va falloir se poser la même question à la maison pour éviter que les enfants ou la visite accèdent des documents. Puis, si jamais on détruit ou plutôt si on se débarrasse de documents corporatifs, bien, soit on va les ramener au bureau pour aller les détruire de manière sécuritaire, ou bien bien, il va falloir s'acheter ou se faire fournir par son employeur un bac là, pour pouvoir détruire de manière sécuritaire les choses. Dans les petits conseils pour éviter de perdre des données, ben, on va vouloir travailler sur les outils en ligne offerts par l'organisation plutôt que de travailler localement. Parce que si vous avez des problèmes avec votre ordinateur portable, par exemple, avec le disque dur flanche, ben là, vous pourriez perdre des données. Tandis que normalement, l'entreprise, elle, va sauvegarder les données. Donc, un intérêt pour utiliser vraiment les outils en ligne de votre employeur. Il va falloir les sauvegarder régulièrement. Et ben, par contre, si c'est des documents considérés essentiels pour la continuité des affaires, au cas où que les outils ne fonctionneraient pas, puis ça vous prend une méthode pour communiquer avec vos collègues, par exemple, c'est certain que là, ce serait mieux que vous gardiez certains documents clés, bien sûr, avec la permission plutôt de votre employeur, mais là, vous les gardez localement. Du côté des décideurs et de l'équipe TI, c'est certain qu'il va falloir, là, on a parlé de toutes sortes de choses que l'employé doit s'assurer à la maison, mais il faut qu'il soit au courant. Donc, quand vous êtes dans le rôle de décideur, vous devez communiquer clairement ces règles-là qui vont devoir être appliquées. Si jamais
vous devez valider aussi si les employés ont certaines embûches. Peut-être que vous devrez fournir de l'équipement supplémentaire pour vous assurer de sécuriser l'infrastructure adéquatement. Ça, c'est exactement ce que je mentionnais. Et ben, il va falloir écrire une politique de télétravail, mais incluant un volet sur la sécurité. Fait que ça, ce volet-là, bien sûr, va venir justement officialiser les choses et encadrer les choses dans l'organisation. Bien sûr, il va falloir faire ça en fonction de la sensibilité de l'information. Maintenant, si on tombe plus du côté de l'équipe TI, ben, les postes de travail qui sont à distance, là, puis qui vous appartiennent, va falloir être capable de les mettre à jour. Donc, assurez-vous d'avoir un outil qui permet de faire un suivi, même si les postes ne sont pas au bureau. La même chose pour l'antivirus. Est-ce que vous êtes encore capable de consulter quels postes de travail sont en ligne et est-ce que les mises à jour d'antivirus sont à jour, etc. Si il y a de l'information confidentielle sur les ordinateurs, bien sûr, on va conseiller qu'il y ait un outil qui chiffre les données de l'ordinateur au cas où qu'il se fasse voler ou que quelqu'un essaierait de tenter d'accéder aux données pendant que le portable est fermé, par exemple. Il existe d'autres outils également. Une grande question, ça va être comment comment qu'on fait pour fonctionner si un utilisateur perd son mot de passe? Donc, ça, c'est une grande question. Si vous n'êtes pas encore ajusté, ben, comment qu'on va valider l'identité de quelqu'un? Là, ça devient plus problématique plus que l'entreprise est grosse parce qu'il y a souvent un numéro de helpdesk que les gens vont appeler puis ils ne se connaissent pas nécessairement. Donc, pour éviter l'usurpation d'identité, posez-vous cette question-là pour s'assurer qui appelle vraiment pour changer son mot de passe. Est-ce que c'est la bonne personne? Bien sûr, il va y avoir les connexions à distance. Ça, c'est une erreur qu'on a vue régulièrement. Les fameux VPN, donc ce qui permet de faire un canal sécurisé entre le travailleur et le bureau. Plusieurs entreprises qui ont eu des incidents de sécurité n'avaient pas mis ça en place et avaient plutôt exposé. Ça, c'est une fenêtre qu'on appelle Remote Desktop. Là. Donc, ça, c'est quand on se connecte à distance sur un autre ordinateur. On a vu plusieurs entreprises récemment, depuis la pandémie, qui ont rendu disponibles des ordinateurs accessibles directement en remote desktop sans même avoir un VPN. Il va falloir bien évaluer chacune des applications. Est-ce que c'est acceptable de l'utiliser en télétravail? Et bien sûr, un des éléments clés que l'équipe TI et les ressources humaines devront regarder, c'est la sensibilisation des employés. Donc, posez-vous la question, est-ce qu'on veut sensibiliser les gens via des webinaires, puis là, les sensibiliser par rapport à la sécurité, bien sûr? Est-ce que c'est via une application pour qu'ils puissent le faire au moment qui sont disponibles? Est-ce qu'on fait des envois courriels aux gens avec une thématique sur l'hameçonnage, sur les politiques de mots de passe? Donc, vous êtes une personne qui est au devant parce que vous êtes dans la conférence d'aujourd'hui, mais il faut que chaque employé des organisations puisse être sensibilisé à l'ensemble des thématiques d'aujourd'hui. Il faut aussi que vous ayez un plan de gestion d'incidents pour pouvoir que les employés sachent quoi faire s'ils soupçonnent un piratage informatique sur leur poste de travail. Donc, est-ce que ça vous appeler? Dans quel cas il faut appeler? Puis vous, de votre côté, avez-vous des moyens pour réagir à ça? Pourquoi il faut être si près que ça? Parce qu'il y a des lois qui s'en viennent dans les prochains mois. Il y a un projet de loi qui a été déposé par rapport à la protection des renseignements personnels et les entreprises qui n'auront pas pris les mesures qu'il faut vont avoir des pénalités importantes suite à un vol de données, par exemple. Donc, il va falloir savoir comment et à qui divulguer au gouvernement, par exemple. Donc, maintenant, un peu pour conclure le tout, la grande question qu'on pourrait vous poser, je sais qu'il y a beaucoup de choses là, qu'on a regardées, ça a été assez rapide, mais vous sentez-vous prêt? Puis j'ai la question en fait dans Slido. Est-ce que vous vous sentez prêt? Je vais activer la question.
Donc, voyez-vous plusieurs améliorations à mettre en place, soit dans votre poste que vous utilisez à la maison pour le télétravail ou dans l'organisation comme telle? Ah, je vois 50-50 à date. J'ai 4 personnes qui ont répondu. Donc, nous devons évaluer le tout. C'est la tendance. C'est presque la meilleure réponse, en ce sens que, faut prendre le temps et en fonction du risque, puis de votre cas, est-ce que c'est 100 des employés qui sont à distance? Est-ce que c'est, uniquement, 10 et ça vient changer, toute la dynamique de comment qu'on va agir, puis est-ce que ça vaut la peine de mettre en place un processus spécifique, par exemple, pour gérer les appels des gens qui auront perdu leur mot de passe, à titre d'exemple. Donc, de mon côté, ben, c'est certain que si vous savez pas par où commencer par rapport à cette thématique-là, si vous avez besoin d'une politique de télétravail sécuritaire, nous, on est capable de vous accompagner là-dedans. Si vous voulez évaluer votre risque dans le contexte du télétravail également, certaines entreprises dans les derniers mois nous ont demandé de vérifier la configuration du VPN. Est-ce que c'était correct? Est-ce que ça permettait de protéger adéquatement l'entreprise ou encore évaluer l'ensemble de la sécurité du réseau? C'est toutes des choses que nous, de notre côté, on est capable de réaliser. Je ne sais pas s'il y avait des questions. S'il y en a qui veulent, c'est certain que là, en chat, là, que retenez-vous de la conférence? S'il y en a qui veulent s'exprimer, vous pouvez. Si vous avez des questions, c'est le temps. Et là, je vais aller voir la section questions. Je crois qu'il y en a 3. Je vais juste voir, est-ce que c'est toutes des questions qui s'adressent véritablement en lien avec la conférence? Bon, ici, j'ai une question. Quand mon navigateur propose d'enregistrer mon mot de passe, je peux lui faire confiance avec un mot de passe unique et complexe pour peur que mon ordinateur lui-même soit sécurisé. Ben, en fait, je l'ai peut-être un peu expliqué, là, c'est que ces outils-là, là, à part si on n'est pas dans les outils un peu comme KeePass et LastPass, puis les outils spécialisés, je ferais attention à ça. Hmm. Ici, j'ai une autre question. Des solutions pour gérer les machines à l'externe du réseau d'une organisation, des utilisateurs qui travaillent sur les machines personnelles. Ouais. Effectivement, ben ça pour les outils, en fait, dans les outils les plus avancés là, qui existent pour sécuriser un poste de travail, mais généralement, ça va être le poste de travail qui appartient à l'organisation. C'est ce qu'on appelle un EDR, là, qui est comme une version d'une certaine manière d'antivirus, mais sur stéroïdes, qui ne fonctionne pas nécessairement à partir de définition de virus, mais bien sur le comportement de tout ce qui se passe sur l'ordinateur. Donc ça, c'est des produits qui peuvent s'installer puis qu'on peut évaluer de notre côté si c'est adapté à votre situation. Je vois l'espace. Devons-nous prendre les versions payantes pour que ces outils soient sécuritaires et les versions gratuites sont suffisantes? Ben, si je pense à KeePass dans un premier temps, je ne l'ai pas mentionné, mais l'outil se trouve à être gratuit, mais c'est parce que c'est ce qu'on appelle open source, c'est pas parce qu'on est le produit dans ce cas-ci. Pour l'espace, à ma connaissance, il n'y a pas tant de problèmes là, en lien avec la version gratuite, c'est juste qu'il y a des limitations faisant en sorte qu'ils vont vraiment nous inciter à prendre la version plus avancée pour, par exemple, des fois, les administrateurs réseau doivent partager un mot de passe maître du réseau. Puis là, les versions payantes là, permettent des fonctions de ce type-là. Donc, il y a des avantages, mais il faut juste l'évaluer dans votre contexte si c'est adéquat. Quelle est votre perception du coworking en ce qui concerne la sécurité? Donc, pour cette question-là, ben, c'est un peu la même chose qu'à la maison, d'une certaine manière. C'est qu'on n'est pas certain de la sécurité des autres postes de travail qui sont en coworking. Est-ce que même l'autre entreprise, il y a un pirate qui a pris le contrôle et qui essaye de rentrer dans notre ordinateur? Donc, ma recommandation, ça serait d'isoler
son réseau et faire en sorte que le réseau d'entreprise qui est dans un contexte de coworking utilise son propre routeur, par exemple, son propre firewall avec son propre Wi-Fi à lui. Je n'utiliserai pas, par exemple, le Wi-Fi et la connexion réseau de l'ensemble du coworking. À l'aide de Office 365, Google Cloud, quelle est votre perception de la sécurité de nos données personnelles sur les plateformes contrôlées par de grandes corporations? Bon, ici, je vais y aller succinctement parce qu'il est déjà les 56, mais je vais vous inviter à aller à notre prochaine conférence duquel on va parler de la sécurité du cloud et on va parler un peu justement des outils Office 365 et de ce type-là. Outils d'authentification montrés. Comment ça s'appelle-t-il, là? C'était KeePass et LastPass. Il existe aussi Dashlane. Il y a d'autres outils. Si vous voulez, sur notre site web, là, il y a justement, si vous faites une recherche sur authentification à deux facteurs, souvent il va y avoir des références vers des outils de gestion de mots de passe également. Donc, je pense que ça fait le tour. Je vais aller voir juste dans le chat. Ah, il y avait déjà José là, qui a répondu à certains éléments. Donc, moi, je vais devoir conclure étant donné qu'il est 9h57. Donc, attention, il peut toujours avoir des tentations, mais c'est vraiment vous faites partie de la solution. Pour ceux qui voudraient en savoir plus sur notre entreprise ou nous suivre, vous pouvez aller sur Facebook. On est également sur LinkedIn. Vous pouvez aller joindre notre page. Et bien sûr, du côté, nous, on écrit régulièrement des articles de blog, donc je vous invite à aller visiter notre site web. Vous voyez les prochaines conférences dans lesquelles je vais devoir me joindre d'une minute à l'autre. Et bien, en conclusion, juste à titre informatif, justement, ceux qui auraient besoin de pousser l'exercice un peu plus loin avec nous, nous, on a mis en place maintenant des forfaits mensuels. Donc, vous payez un montant à tous les mois pour avoir une sécurité continue. Pour ça, on va évaluer régulièrement votre niveau de risque. On va vous aider à mettre en place des mesures préventives et faire en sorte que vous puissiez parler à quelqu'un chez nous quand que survient un incident. Donc, ça part à partir de 149 par mois. Donc, c'est quelque chose qui est très accessible pour les PME. Bien sûr, il y a plein de besoins différents. Donc, ça se peut que dans votre contexte, ça coûte un peu plus que 149 par mois, mais quand même, il y a plusieurs éléments qui sont inclus déjà à ce prix-là. Donc, merci bien. Puis pour ceux qui désirent aller voir la sécurité du cloud maintenant, ben, je vous invite dans l'autre conférence dans laquelle j'y vais dans un instant. Au revoir.